Bonjour Christophe, on se retrouve aujourd'hui, tu es conservateur adjoint au département artillerie ici au musée de l'armée et tu m'as préparé une sélection d'objets de la Première Guerre un peu originaux, un peu dont on n'a pas l'habitude et on va en parler aujourd'hui. Bah oui, bonjour Thibaut. Bonjour. Voilà, c'est une petite sélection d'objets justement insolites Ouais. qu'on n'a pas l'habitude de voir ou en tout cas d'imaginer avec ce conflit moderne qui a été la Première Guerre mondiale. Donc il y a un peu de tout. Je sais pas. Et je crois que tu m'as prévu des trucs beaucoup plus gros à côté aussi. Hein. Ça rentrait pas sur la table. Ok. On ira les voir On après. ira les voir après. Voilà, il y a un peu de tout. Je sais Ouais. pas si. Eh Il y ben, en a écoute, déjà qui te titillent. Choisissons le plus gros. Moi, j'ai l'impression que c'est un canon médiéval. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, c'est un canon, il est évidemment pas médiéval. C'est mais, lourd un peu. C'est un peu lourd, mais c'est un canon que tu peux porter Ouais. tout seul avec tes deux mains. Ok. C'est quand même assez rare. C'est vrai. Et donc, c'est un lance-bombe Célorier, du nom du capitaine qui l'a conçu. Fin 1914, les Français et les Allemands se font face dans les tranchées. Il y a un blocage tactique. Et donc, chacun va essayer de trouver des moyens pour percer le front et mettre fin à cette situation qui n'arrange vraiment personne. Et on a un déficit d'artillerie dite de tranchée qui va permettre de bombarder efficacement la tranchée d'en face. Et donc, on va devoir avoir recours à des moyens un peu on va dire, de fortune. Et donc, le capitaine Célorier se rend compte que le corps de l'obus de 77 mm allemand permet de faire coulisser parfaitement l'obus de 65 mm français. Et donc, on a des canons qui sont faits à partir de corps d'obus ennemis qu'on récupère sur le champ de bataille. Alors, celui-ci, il est un peu plus gros parce que comme le système ne fonctionne pas trop mal, on en fabrique avec d'autres types et ça permet de tirer non pas des obus, mais des bombes comme celle-ci. Alors ça, c'est une bombe Nicole, pareil, du nom de son concepteur. À l'intérieur, on a un pétard d'explosifs. Généralement, c'est de la chédite. La chédite, c'est un explosif qui est utilisé notamment dans les mines. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop utilisé par l'armée parce que c'est assez sensible. Mais pour ce type d'arme, ça suffit amplement. Autour, là, on a notamment du fil de fer prédécoupé pour faire plus de dégâts. Et après avoir chargé une petite charge de poudre propulsive, on peut faire parfaitement coulisser ce pétard. Et puis, on met le feu. Merci, au revoir. Exactement, merci, au revoir. Ça part pas loin, mais comme la tranchée ennemie, elle n'est pas loin, ça suffit amplement. C'est des choses qui tirent à 100-150 mètres à peu près. Donc là, l'idée, c'est les Allemands envoient des gros obus d'artillerie sur les Français. Et les Français se disent, c'est rigolo, on récupère les obus, on en fait des mini-canons de tranchée comme ça, et on leur renvoie des bombes. En gros, c'est ça, quoi. Sauf qu'ils disent pas c'est rigolo. Alors, c'est pas quelque chose qui va être utilisé tout du long de la guerre, mais c'est un expédient qui permet de tenir fin 14, début 15, avant l'arrivée des vrais mortiers de tranchée, eux conçus spécialement pour ce type de combat. D'accord, et c'est entièrement en bois, en acier. C'est des matériaux, alors pas de récupération forcément, mais des choses qu'on trouve facilement, comme tu le dis, du bois, de l'acier, de la tôle. C'est fabriqué dans les ateliers du front. Donc en deuxième, troisième ligne, il y a une production, on va dire, artisanale, mais quasi industrielle. C'est fait à la chaîne et c'est utilisé vraiment sur tout l'ensemble du front, au moins jusqu'à la fin de l'année 15. Et on a encore des exemples début 16 où les types trouvent ça quand même assez efficace. Ça coûte pas cher. Et dans la série des choses un peu qui ont l'air un peu bricolées, on a ces choses-là, là. Ce sont des raquettes, quoi. Alors, le mot est bon, c'est ce qu'on appelle des pétards raquettes. D'accord. Alors les pétards raquettes, pareil, ils sont là pour pallier une déficience matérielle de l'armée française. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais en 1914, la grenade n'est pas une arme qui est vraiment utilisée dans l'armée. On lui préfère vraiment le feu de l'infanterie. Elle a été abandonnée parce qu'avant, dans les périodes anciennes, on utilisait la grenade assez volontiers. On utilisait la grenade jusqu'au Premier Empire, même Second Empire, on utilise la grenade. Ouais. Mais les évolutions vraiment importantes des armes d'infanterie, la mise au point d'une poudre sans fumée, le fusil Lebel, le fusil à chargement par la culasse et à répétition, font que on va juger que le feu de l'infanterie se suffit. Il n'a pas besoin de l'apport extérieur de la grenade. La guerre de tranchée va remettre ça au goût du jour. Et au début, on utilise des grenades qui datent du 19e siècle. Et puis, quand il n'y en a plus, les soldats
soldats commencent pareil à inventer des choses qui permettent de les remplacer. Et on a ici, dans les deux cas, une sorte de boîte métallique. Alors ici, c'est carrément une boîte de conserve. On voit bien l'ancienne boîte de conserve, remplie d'explosifs, pareil, de la chédite, un cordon détonnant. Et c'est placé sur cette planchette de bois, ici comme ici. Alors les formes sont différentes parce qu'il n'y a rien de réglementaire, d'où son nom de pétard raquette. Et ça permettait alors je ne vais pas le faire évidemment, mais voilà, d'avoir une meilleure prévention et de jeter plus loin la grenade que simplement si on devait balancer une boîte de conserve. D'accord. Le même principe que l'allumette ou que le pétard de Noël. La friction va créer une flamme qui va enflammer le cordon, qui va mettre le feu à la charge explosive. Et pareil, dans un laps de temps de 5 à 10 secondes, le temps que ça arrive là où le soldat l'a envoyé. Donc il y a plusieurs modèles. Pareil, c'est fabriqué. C'est artisanal un peu. C'est complètement artisanal. On le voit. Le bois est taillé de façon très grossière. Il y a des bouts de fil de fer et tout. Exactement, c'est de la récup. En attendant qu'on trouve mieux. Et là, ça va arriver dans les années 1915 avec des grenades qui commencent à avoir des formes un peu de grenades qu'on connaît encore aujourd'hui, qui vont être produites, elles, dans des ateliers à l'intérieur du pays et puis qui vont être utilisées en masse par les soldats de la Grande Guerre. D'accord. Et donc, il y a vraiment un côté où on commence par inventer un peu des choses, où on bricole, on s'adapte, et très rapidement, on se dit, bon, ça, on va l'industrialiser parce que ça fonctionne bien. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est vraiment cette capacité d'adaptation de l'armée française qui va permettre de tenir dans les premiers mois de la guerre de tranchées et ensuite de faire évoluer l'armée à ce qu'elle est en 1918. Mais l'armement en est un exemple particulier. Début de la guerre, pas de grenades. Ensuite, les premiers mois, des grenades bricolées. Et puis à la fin, on se termine avec des dotations complètes de grenades explosives, offensives, défensives, incendiaires, etc. D'accord. Alors, tu me parles de la capacité d'adaptation et d'évolution, mais quand on voit un certain nombre de ces objets-là, on est plutôt sur une régression en termes d'état d'esprit. Je pense à cette pensière qui est ici. C'est clairement médiéval. On est sur un truc là. On est sur une résurgence d'une défense corporelle qu'on avait au Moyen Âge et même avant. Et c'est une cuirasse abdominale, c'est son nom réglementaire. Alors elle a été mise au point par le général Adrian, celui-là même qui a conçu le fameux casque Adrian. Elle n'est pas faite pour empêcher le soldat de se prendre des balles dans le ventre. C'est avant tout destiné à éviter les blessures par baïonnette. D'accord. Donc la baïonnette va vraiment glisser dessus et ne pas embrocher le soldat. Et également éviter les blessures par le barbelé. Ah oui, le soldat va pouvoir progresser dans les champs de barbelé et ne pas se faire blesser au niveau du ventre avec cette cuirasse. Donc c'est vraiment pas pour arrêter les balles finalement? Non, c'est pas pour arrêter les balles, vraiment pas. C'est vrai que la finesse me faisait douter de la chose. Non, mais... Alors ici, on a la chance d'avoir au musée de l'armée une cuirasse abdominale du premier modèle. Donc c'est vraiment les tout débuts de ce qu'a inventé Adrian. Et ensuite, ça va donner globalement satisfaction, même si on sait que les soldats n'aiment pas la porter parce que c'est lourd, ça les empêche de se mouvoir correctement. Mais ça va être décliné pour le deuxième modèle en 3 tailles, petit, grand, moyen, afin d'équiper les soldats en fonction de leur morphologie. Donc il y a ce souhait aussi de s'adapter aux soldats pour qu'ils puissent faire entre guillemets son métier du mieux possible. La question de l'ergonomie est quand même prise en compte, même si au final les écrits des soldats disent bien que la cuirasse abdominale Adrian, c'est pas fou quoi. Non, c'est gênant surtout. D'accord. C'est gênant. Ils sont conscients très clairement des bienfaits de la cuirasse, mais c'est chiant. Et est-ce qu'ils vont préférer la porter en disant c'est chiant, ou est-ce qu'ils vont préférer la mettre de côté en se disant bah justement c'est trop chiant? Plutôt la deuxième solution. C'est plutôt ça. Après, il n'y en a pas eu des millions de fabriqués. Donc ceux qui souhaitaient la porter ont pu globalement la porter. Ceux qui ne souhaitaient pas la porter, il l'a donné à ceux qui voulaient bien. On n'a pas trouvé d'exemple d'insubordination de soldats qui auraient refusé de porter la cuirasse abdominale. D'accord.
Et alors, tant qu'on est dans les choses un peu médiévales, etc., Ouais. la dernière fois que j'ai vu une cervelière comme ça se portait sous un grand aume au XIIIe siècle. Voilà. Du coup, c'est intriguant de revoir ça pour le... Et bah celle-ci, elle, Oh. elle ne se porte pas sous un grand aume du XIIIe siècle, Ouais. mais sous un képi de 1914. D'accord. Là aussi, on s'aperçoit du nombre assez élevé de blessures au niveau de la tête. Et donc, on va mettre au point, c'est un bien grand mot, on va plutôt fabriquer des cervelières. Alors, il y aura plusieurs types de cervelières. Ici, c'est une cervelière du deuxième type. Il y aura jusqu'à 3 types. Et l'idée de ces cervelières, c'est tout simplement de protéger la tête du soldat sous son képi avec cette défense de tête métallique. En attendant l'adoption et la distribution en masse d'un casque, on va dire, qui sera jugé apte. On en revient au fameux casque Adrien. Mais voilà, c'est un expédient qui a permis de sauver sûrement quand même quelques vies en 1914-1915. Alors là aussi, c'est pas destiné, on le voit, on devine en tout cas. Ouais, quand tu la vois, c'est un peu fin, effectivement. l'épaisseur est assez fine. Parce qu'un bol de métal, ça serait quand même pas pratique. Mais cette cervelière, elle est surtout destinée à éviter les blessures par éclat d'obus, par shrapnel, qui vont avoir une force de pénétration moindre que la balle. Mais voilà, face à la balle, ça ne suffit malheureusement pas. Et ça tient bien sur la tête, ça? Parce qu'on a l'impression que ça... Enfin, il y a peut-être, je vois qu'il y a des trous. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Il y avait un système d'attache par cordon. Oui, ça tient bien. J'ai envie de dire, ça reste quelque chose d'assez circulaire. On sent que c'est malléable. D'accord, on peut façon de l'adapter. dire. Ouais, c'est encore une fois un pas truc ça. qui est un peu improvisé finalement. Oui. Là, par contre, la cervelière était vraiment distribuée en masse par rapport à la cuirasse abdominale. Parce que la tête, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que si On on a en a besoin plus, de- c'est... Voilà, Oui. Moi les Boches, ils ont des vrais casques. Pas cette saloperie. D'ailleurs, si on en parle depuis tout à l'heure, le casque Adrien, qui est le casque emblématique de l'armée française à partir de la Première Guerre, on a un modèle ici qui est quand même un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'on a une base de casque Adrien, on la voit bien, et puis devant on a cette visière qui est quand même qu'on croirait sortie d'un film un peu improbable. C'est pas un décor de cinéma, mais c'est vrai qu'il y a cette forme assez particulière. Alors c'est un casque Adrien, effectivement, tu as bien vu, qui a été découpé sur sa partie avant pour pouvoir mettre cette visière avec donc des zones grillagées au niveau des yeux, une protection nasale également. Alors c'est pas un casque qui est destiné aux combattants qui part à l'assaut, c'est un casque de guetteur. En fait, dès 1915, on cherche à avoir des protections renforcées pour les guetteurs, qui sont des cibles privilégiées pour les tireurs d'élite qui sont de l'autre côté du No Man's Land. Et donc, on va avoir des ajouts divers et variés, des plaques de métal qu'on va mettre devant le casque, des ajouts de visière renforcés. On devine que voilà, c'est bien plus épais que la cervelière qu'on avait avant. Exactement. Et c'est clairement destiné à, cette fois, empêcher la mort du guetteur par balle adverse. Il est en bel état. Oui, on a la chance en tant que musée national, c'est vrai, de conserver des belles collections et d'être on va dire une porte d'entrée privilégiée pour ce type de patrimoine. Alors les Allemands font, on va dire, pas la même chose, mais ont le même type de raisonnement pour leurs propres guetteurs. Et donc ce type de visière va être utilisé jusqu'au début de 1918, à partir du moment où la guerre de mouvement reprend. On a besoin jusque-là de protéger ces guetteurs. Parce que on va éviter de perdre des soldats entre guillemets bêtement. Et puis 2, on a besoin des guetteurs pour tout simplement guetter, savoir ce qui se passe et donner l'alerte au cas où. Et c'est efficace du coup. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Il y a une certaine efficacité. Évidemment, ça ne frise pas du tout 100%. Mais il y a un renforcement très clair entre un guetteur qui n'est pas protégé correctement et un guetteur qui est protégé du mieux possible. D'accord. Évidemment, il y a la tête qui est bien protégée comme ça, une partie du visage, mais un guetteur, il est un peu plus exposé que ça. Et je crois que dans la vitrine juste ici, on a un très bel exemple de cuirasse. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Parce que là encore, on a l'impression que c'est sorti des périodes plus anciennes,
et pourtant ça a quand même été utilisé. Je parlais tout à l'heure du fait que les Allemands ont le même genre de réflexion et donc font des matériels similaires pour protéger leurs guetteurs. Et là, on a vraiment l'ensemble qui a pu être préservé et présenté dans cette vitrine avec la justement plaque supplémentaire qu'on ajoute devant le casque pour offrir vraiment une plaque de blindage épais en plus du casque pour bien protéger la tête du soldat. Et puis ici, une cuirasse de guetteur. Donc c'est vraiment quelque chose de lourd, renforcé, qui ne se tient que sur l'avant du soldat. Une plaque de blindage épaisse avec quand même un système de lame pour lui permettre de se mouvoir, on va dire, un minimum. Et donc, c'est vraiment destiné aux guetteurs et pas à des soldats qui montent à l'assaut. Hein. C'est bien quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est une cuirasse de guetteur. Le guetteur, c'est quelqu'un qui, globalement, ne bouge pas. Ouais. Il surveille. Il n'est pas destiné à monter à l'assaut. Donc, ça serait pas possible avec ce genre de choses. Et si jamais il devait y avoir un coup de main précipité de soldats français ou une attaque qu'ils n'avaient pas vu venir, le guetteur, soit il reste à défendre sa position, et si jamais il devait être amené à partir, il le fait sans sa cuirasse. Parce qu'on peut l'enlever rapidement. Là. Parce que une précédente visite, je suis venu et j'avais testé le même genre de modèle. C'est très très lourd. C'est lourd. Mais par contre, c'est vrai que ça ne repose que sur les épaules, donc on peut rapidement l'enlever. Il n'y a pas de sangle, il n'y a rien. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et tu sais quel poids ça pèse à peu près? On est sur quelque chose qui doit faire autour d'une quinzaine de kilos. D'accord, ce qui est beaucoup plus qu'une cuirasse médiévale, mais en général. On est sur l'idée vraiment de pouvoir arrêter les balles pour sauver son guetteur. D'accord. Puisqu'on a les guetteurs qui finalement sortent des tranchées pour être protégés, il y a aussi les techniques qui ont été tentées, en tout cas on a tenté de les mettre en place pour tirer à l'abri depuis les tranchées. Oui. Et je crois que tu m'as prévu un objet mais il n'y avait plus de la place, donc on va aller le chercher. Bon, du coup, tu as surtout enlevé les objets et tu as remplacé par un fusil à tirer dans les coins. Alors, tirer... On peut. C'est ce que ça évoque en tout cas. C'est ce que ça évoque. Voilà. Alors, il n'est pas fait pour tirer dans les coins. C'est un fusil qui est destiné à tirer sur la tranchée adverse, tout en protégeant son tireur. C'est une arme qui est très commune pour la partie fusil. Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve aussi bien dans l'armée allemande que dans l'armée française. Ici, c'est un fusil allemand, un Gewehr 98. Mais on a vraiment le même type de système avec les Lebel français. D'accord. Donc le fusil très commun, ce qui l'est beaucoup moins, c'est la partie arrière avec une crosse supplémentaire et puis un périscope. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut... Là, il y a un système de... Ah oui, il y a un système de miroir. Voilà, un système de miroir. Et normalement, là, tu dois voir ma main ou mes doigts. Ouais. Enfin bref. En théorie, en tout cas, c'est fait pour. Voilà. Généralement, ça va être un guetteur. D'accord. Avec justement l'objectif de pouvoir voir sans être vu. Encore une fois, l'idée de protéger au maximum ce guetteur et d'avoir une arme capable de tirer sur la tranchée adverse sans se faire voir. C'est que tu n'as plus le miroir là, c'est pour ça qu'on ne voit pas. J'ai l'impression. Ah oui, sur celui-là. C'est pour ça. Alors, c'est un système qui fonctionne, on va dire, dans la théorie bien, plutôt facilement. Hein. On a la crosse avec la queue de détente ici qui actionne ce cordon, qui lui-même actionne la queue de détente du fusil et le coupard après que le soldat ait réglé son tir. Voilà. En fait, c'est quand même une arme complexe à manœuvrer, c'est pas simple pour viser, et puis surtout, une fois qu'on a tiré, il faut recharger. Ouais. Donc là, on est obligé de passer le bras par-dessus la tranchée pour actionner le verrou et enclencher le coup suivant. Et ça, c'est bien tant qu'il reste des cartouches dans le clip pour le fusil allemand ou dans le magasin pour le fusil français. Quand ces cartouches-là sont tirées, il faut sortir le fusil pour, notamment dans le cas du Lebel français, recharger dans le magasin l'ensemble des cartouches. Donc c'est quand même des choses pas très pratiques. On est vraiment sur un tir
alors précision, c'est peut-être un mot un peu fort, mais sur un tir précis en tout cas, pour essayer d'avoir soit un guetteur, l'autre guetteur ennemi, celui d'en face, ou avoir un objectif précis. On voit une mitrailleuse, on voit quelqu'un, on voit un objectif qui d'un coup se signale, quel qu'il soit. D'accord. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dispositifs comme ça ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'assez anecdotique? Quel était l'usage réel de ce truc? L'usage réel, il est quand même très limité. On estime à entre 500 et 1 millier ce genre d'armes pour l'une partie, et puis à peu près un nombre similaire pour le camp d'en face. C'est vraiment destiné à répondre aux besoins ponctuels d'un guetteur ou d'un observateur qui souhaite pouvoir faire feu sans s'exposer. Encore une fois, ce n'est pas destiné à soutenir un assaut, ce n'est pas destiné à tirer dans le coin de la tranchée. Bien que posé sur la table, c'est vrai que ça peut l'évoquer. Mais voilà, c'est une arme de circonstance née pendant cette guerre des tranchées et qui ne lui survit pas spécialement ensuite. D'accord. Bon là, on a vu plein d'objets plus ou moins gros. On a été obligé de les enlever pour mettre celui-ci qui est très grand. Et on en a d'autres que tu m'as préparés qui rentraient plus du tout sur la table. La suite, je n'ai pas pu l'amener sur la table. Donc je t'invite à me suivre. Et on va aller voir tout ça. Bon, moi, je suis un grand fan d'arbalète et ça tombe bien parce que tu m'en as préparé une très grosse, juste ici. Une bonne grosse arbalète de la Première Guerre mondiale, qui l'eût cru. La main de l'homme, même avec le pétard raquette, ça a ses limites. Et donc, dès l'automne 1914, ça commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme moyen pour balancer des grenades un peu plus loin sur les Allemands qui sont de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'à la fin de 1914, on met au point la sauterelle type A. C'est son nom réglementaire. On la connaît plutôt sous son surnom, à savoir l'arbalète d'Imphy, parce que c'est la ville où elle a été produite. Et donc, cette arbalète, cette sauterelle, elle va permettre de balancer une grenade. La grenade, tu vois, on la place ici, dans le petit godet, jusqu'à 125 mètres environ. C'est pas mal. Donc, oui, c'est un peu plus que le simple bras humain. On a cette résurgence d'une arme complètement antiquo-médiévale dans les tranchées de la Grande Guerre. Oui, parce que le système est le même. Là, on a clairement, c'est un crâne-quin qui est intégré, qu'on voit apparaître dans le courant du XVe siècle. Et c'est vraiment la même chose, même si l'avant, moi, me rappelle plutôt les scorpions romains de l'Antiquité. Tout à fait. Avec des armes à torsion. Enfin, c'est rigolo parce que c'est un mélange de concepts anciens historiques, tous mis en même temps pour servir quelque chose de plus moderne. Globalement, les officiers, et notamment les officiers d'artillerie qui sont destinés à concevoir les armes à cette époque-là, ils ont une bonne connaissance de ce qui s'est fait dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et dans les siècles précédents. Donc c'est exactement ce que tu dis, on est sur des systèmes que l'on connaît, que l'on assemble pour avoir, on va dire, la meilleure manière de justement balancer ces grenades tout en ayant un coût de fabrication qui soit raisonnable. Ça peut paraître bizarre, mais j'insiste dessus, c'est vraiment une arme qui a été réglementaire. Tout à l'heure, je t'ai montré des choses qui parfois tenaient lieu vraiment du bricolage, de l'artisanal. Là, on est sur quelque chose qui a une production réglementaire qui donc a été vraiment validée par l'état-major afin de permettre aux soldats justement de pouvoir répliquer. Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup d'arbalètes comme ça? Oui, il y en a 1 millier qui est construit à peu près. C'est pas mal, c'est bien en 1914, début 15. Très vite, c'est supplanté par des lance-grenades plus modernes, plus efficaces, moins encombrants aussi. Oui, c'est vrai que c'est sympa visuellement, mais on a des vues photos de tranchées avec l'arbalète en action. Voilà, ça prend de la place, très clairement. Il n'y a pas que les Français qui font ça, il y a également les Britanniques qui ont des systèmes de catapultes, pareil, pour lancer des grenades de l'autre côté le plus loin possible, parce que, encore une fois, le bras humain, c'est limité. Exactement. Et d'ailleurs, là, on parle de choses un peu limitées. Vers la fin de la guerre, on commence à voir les premiers chars utilisés sur le champ de bataille, à partir de 1916, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est pareil, plus on a de chars, plus les gens en face vont se dire « ce serait bien de trouver une solution contre ça ». Et tu m'as préparé quelque chose pour illustrer cette idée. Et là aussi, je t'invite à me suivre. Allons-y, descendre de là. Donc là, on est sur les espaces de fin de guerre, on est en 1918 et on se retrouve face à ce fusil qui est juste énorme.
Exactement. Alors c'est un fusil un peu particulier. C'est un fusil anti-char allemand, un Tankgewehr, modèle 1918. Voilà, en 1918, les chars alliés ont vraiment pris possession du champ de bataille. Et donc l'état-major allemand va demander à la société Mauser de fabriquer une arme qui soit capable d'arrêter autant que faire se peut les chars alliés. Donc Mauser, en 1918, met au point ce fusil qui a effectivement, comme tu le dis, des dimensions hors du commun. Le poids, déjà, on est à 18,5 kg avec le trépied. Le calibre de la munition, on est à 13,25 mm. D'accord. Et donc c'est une arme qui est capable de percer 122 mm de blindage à 100 mètres de distance. Donc 22 mm de plaque d'acier à 100 mètres. Exactement. C'est quand même assez... C'est 2 cm quoi quand même. Oui, on parle bien de 2,2 cm. C'est un peu énervé, je veux dire. Tout à fait. Alors, évidemment, le revers de cette arme, c'est sa difficulté de service pour les soldats allemands. Le recul, il est phénoménal. Ah, oui. Les soldats se plaignent assez souvent d'avoir des maux de tête, d'avoir des contusions. Donc, il y a des systèmes, cette fois pas réglementaires, de rembourrage qui sont faits entre la crosse de l'arme et l'uniforme du soldat, voire carrément cousu sur l'uniforme. C'est une arme aussi, comme je l'ai dit, elle est lourde, donc les soldats sont obligés de l'utiliser sur une position statique. Donc dans le cadre de la reprise, notamment de la guerre de mouvement en 1918, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc elle est quand même globalement très impopulaire au sein de l'armée allemande. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions contre les chars ou est-ce que c'est vraiment la seule chose que l'armée allemande avait pu mettre en place? En termes d'armes, c'est la seule chose qui a été effectivement mise en place. Autrement, c'est du détournement, ça va être des munitions d'artillerie anti-char avec des tirs de canon sur les chars. Mais c'est un dévoiement d'armes qui, pendant qu'elle fait ça, elle ne fait pas son travail d'arme d'artillerie, à savoir préparer les offensives de l'infanterie. Ça, c'est vraiment une arme qui a été conçue pour le tir anti-char et c'est d'ailleurs la première arme anti-char de l'histoire. D'accord, et on en retrouvera ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a un développement exponentiel de ces armes anti-chars. On va surtout aller vers une solution d'artillerie. On a bien compris que le soldat tout seul, il peut pas, le corps humain ne peut pas encaisser le choc de la puissance dont a besoin une arme anti-char pour faire son travail d'arme anti-char. Et donc, c'est des pièces d'artillerie qui vont être développées dans cet usage strict cette fois. D'accord. Eh ben merci Christophe de m'avoir montré tous ces objets incroyables. Ça dit beaucoup de choses finalement sur la Première Guerre, l'évolution dont a eu besoin l'armée française et les autres armées européennes pendant ce conflit. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas évidemment que l'histoire est là.